Merci beaucoup. Merci, Merci Stéphane. Votre conclusion va réanimer, si besoin était, la discussion. Il y a deux demandes dans la salle, mais avant, je vais poser une question un peu à contre-emploi à Stéphane Junique, qui a bien voulu souligner mon engagement régionaliste. Mais ta constance. Conscience régionaliste. Mais tu as toi-même dit l'évolution des mutuelles. Qu'est-ce qu'une mutuelle, maintenant comme Harmonique, et dans un futur accord avec d'autres qui couvriraient 8 ou 9 ou 10 millions de... Qu'est-ce qu'elle a à faire des régions maintenant, finalement? Tout d'abord parce qu'on est interpellé par nos adhérents. Oui. Et nos adhérents, ils nous disent à un moment donné, on veut qu'il y ait une offre de soins et une offre de santé qui soit la plus utile pour répondre à leurs besoins, à leur prise en charge. Vous savez, on est beaucoup interpellé par les collectivités, et notamment par un certain nombre de professionnels, en disant, écoutez, là, on n'en peut plus, on a besoin d'avoir un soutien, votre expérience est telle que, est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main pour pouvoir mettre en place des structures de soins et de services? Donc on ne se désintéresse pas sur ce sujet de la territorialisation et de la régionalisation pour ce premier point, c'est qu'il y a aujourd'hui une interpellation directe de la part de nos adhérents. Mais il y a un deuxième point également, c'est qu'on voit les limites aujourd'hui du système de régulation tel qu'il existe. Je considère, oui, et c'est pourquoi j'insiste sur la question du pilotage de l'organisation des soins, parce que sur la question du pilotage de la régulation, pour moi, il n'y a pas de discussion, ce doit être un pilotage qui doit être confié nationalement. Mais l'importance pour nous, c'est bien de pouvoir faire en sorte que les défauts qui existent aujourd'hui dans les prises en charge et dans les modalités pratiques de l'organisation entre les différents acteurs, on apporte véritablement cette souplesse qui doit exister dans les différents territoires pour être le plus pragmatique possible sur les réponses. Et puis le deuxième élément, parce que sincèrement je considère que les territoires, c'est là où se crée l'innovation, c'est là où se créent des approches de développement qui soient les mieux à même de répondre aux besoins. Il faut en finir avec cette idée que nationalement on pourrait décider de tout et qu'on pourrait porter de la même manière les différentes pratiques qui sont faites. Enfin, le dernier élément, c'est qu'il y a une vraie question qui est posée pour les mutualistes. Aujourd'hui, on est face à une véritable difficulté qui tient à la segmentation des populations. J'aime beaucoup Frédéric Bizard. Vous allez me dire c'est bizarre parce que ça va vous... il est plutôt un procureur. On va vous dire c'est facile. Non, c'est facile. Oui, mais bien sûr c'est facile. Mais au moins, vous savez, je tiens des propos, je suis attaché au tarif opposable et je suis attaché aussi à l'opposabilité des propos. Donc je tiens à dire que sur un certain nombre de points, les interpellations de Frédéric Bizard sont justes. Il y a aujourd'hui un problème pour les mutuelles que nous sommes, qui est de garantir sur toutes les chaînes du parcours de vie et de santé des personnes, de la solidarité. Il y a aujourd'hui des ruptures qui ne nous permettent plus de jouer ce rôle. Pour les jeunes, dans les ruptures des parcours professionnels et dans le départ à la retraite, lorsque des personnes salariées ne bénéficient plus des apports des contrats collectifs et avec une augmentation des cotisations par 3. On a aujourd'hui, je termine simplement, pour montrer l'importance de la territorialisation. On a aujourd'hui une segmentation qui se fait par population et par risque. Ce n'est pas bon, parce que ça crée des ruptures dans les solidarités. Demain, je considère, à travers ce que je vous ai dit, à travers les pistes d'amélioration qui seront nécessaires à construire dans l'articulation entre les professionnels de santé, l'assurance maladie obligatoire et les mutuelles, qu'il faudra qu'on s'interroge, nous, mutualistes, sur la question des garanties, des protections apportées en fonction des territoires et Stéphane Junique, identifiées en fonction des territoires. Avant de passer la parole à Jean-Paul Ortiz, qu'est-ce qui ferait que le rôle et les missions des mutuelles changeraient? On l'a bien vu, Nicolas Revel n'est pas très chaud. La droite, pendant 5 ans, ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui ferait que... Ça fait 20 ans que vous dites on est un payeur aveugle, on va être un financeur invisible. Qu'est-ce qui ferait que ça change? Quel serait le déclencheur? Ils n'en peuvent plus, hein. Alors, Jean-Paul Ortiz, vous n'en pouvez plus. Moi, j'apprécie ce que dit Stéphane Junique, mais décidément, le fossé est grand. Je l'ai dit à Nantes, je vous le redis. Gentiment, les réseaux de soins, c'est non. Nous ne vous laisserons pas, et je le redis, nous ne vous laisserons pas américaniser le système de français solidaire auquel la médecine libérale est attachée. Donc, je vous le redis, c'est non et c'est définitivement non.
Même s'il vous donne 2 euros ou 5 euros à l'acte, c'est ce qu'il a dit, in fine. Je redis ce que j'ai dit à ma conférence de presse il y a 10 jours. On n'en est plus à 2 euros aujourd'hui. Là aussi, l'acte médical, et je profite puisque Philippe m'interroge là-dessus, l'acte médical aujourd'hui, il est déconnecté de la réalité. On ne va pas faire une convention avec 2 euros de plus. Je l'ai dit à Nicolas Revel tout à l'heure, quand on discutait en aparté. On n'est plus dans ces schémas-là. Il faut rebâtir un système qui valorise l'expertise et le métier. Et là où je vous rejoins, c'est sur le début de votre propos. Effectivement, aujourd'hui, on a des enjeux majeurs pour que les professionnels de santé, et les médecins en particulier, puissent relever le défi de la polypathologie, de l'émergence d'une population âgée et dépendante, et donc d'un soin qui est en train de se transformer. Et ce n'est pas en ayant des consultations de base à 23 € que nous y arriverons. Il nous faut des consultations qui soient valorisées et qui soient hiérarchisées, parce qu'il est anormal dans ce pays que ce soit le même tarif pour tout, quelle que soit la charge que vous mettez dans votre consultation. Jean-Paul Ortiz. Deuxième point, on va essayer d'aller vite. Un instant, oui. Parce que je voudrais répondre sur vraiment un autre point sur lequel nous avons des plans de clivage réels avec les mutualités, c'est ce qu'il a dit sur la convention territorialisée. Une convention territorialisée, c'est non. Pourquoi? Parce que c'est un principe républicain. Les Français, les médecins, sont attachés à une équité dans l'ensemble du territoire national. Et nous ne pourrons pas accepter de convention territorialisée. Il est vrai qu'aujourd'hui, il faudra, au niveau national, avec nos discussions avec la CNAM, que nous imaginions les champs bordés et les modalités optionnelles d'adaptation en région. Ça ne peut pas concerner les aspects de rémunération des médecins, ça concerne des éléments qui doivent accompagner l'accès aux soins pour tous au niveau des territoires. Mais cela sera forcément cadré au niveau régional et il n'y aura pas, il ne peut pas y avoir de négociation régionale, il ne peut y avoir que la prise au niveau régional d'un cadre national avec des volets qui pourront être adaptés au niveau des régions. Alors, Stéphane Junique, juste, alors, on va essayer de répondre très... Oui, moi non, attendez, moi je vais faire très brièvement. Je vais faire court. Non, pourquoi vous entêtez avec la loi Roux, le Roux. Mais tout simplement parce que je considère qu'il y a aujourd'hui un levier pour trouver de réelles solutions aux difficultés que les professionnels ont. Ils sont contre les réseaux. Je considère simplement deux choses sur ce que dit... Je considère deux choses. Je vais réagir de deux manières. De deux manières sur. Il y a un vrai divorce là quand même. Le propos. Non, il n'y a pas de divorce. Il y a un divorce. Il n'y a pas de divorce. Oui, si. Sur le propos de Jean-Paul Ortiz. Moi, j'entends, puisqu'on a eu l'occasion, avec grand plaisir, de pouvoir échanger ensemble. Non, répondez précisément. Au congrès de la mutualité. Oui, mais il y avait la même opposition. Sur la question de l'unité républicaine. Enfin, Jean-Paul, aujourd'hui, la réalité, c'est quoi ? Notre pays, il est quoi? Il y a l'égalité territoriale? Il y a l'égalité d'accès de la même manière? Vous savez, moi je suis attaché à une chose et c'est pourquoi je n'ai pas voulu réagir sur ce que disait Nicolas Revel, sur la question des taux de remboursement. Parce qu'au fond, il a raison. De son point de vue, il a raison. Simplement, quand on ne met pas les ALD, je suis désolé, on n'est plus sur ce mode de remboursement de la part de la sécurité sociale. Et moi, j'attire simplement l'attention, alors même qu'on voit aujourd'hui des radicalités qui interviennent dans notre société et qui interviennent dans nos organisations. Soyons juste simplement sur la réalité des choses. Et la réalité, c'est que quand on tient des discours qui ne correspondent pas aux réalités, il y a après de la défiance. Quand on dit unité républicaine en matière de soins et qu'on constate aujourd'hui que tout sauf l'égalité républicaine est appliqué dans nos territoires, alors oui, j'ai la faiblesse de penser que les outils existants ne sont pas suffisants et qu'il y a besoin de faire évoluer les outils. Et je le dis en plus avec beaucoup de responsabilité et beaucoup d'amitié à l'égard du président de la Confédération, dans la mesure où on a eu des échanges qui ont été des échanges francs au sein du congrès de la mutualité. Je respecte la position qui est la vôtre, je considère qu'elle ne s'inscrit pas dans le sens de l'histoire. Alors un mot de Jean-Paul, un mot. Non, mais je continue à dire qu'effectivement aujourd'hui il y a une problématique d'accès aux soins d'un point de vue géographique.
Et aujourd'hui, on a des outils qui ont permis d'améliorer cet accès aux soins d'un point de vue géographique, qu'il faut certainement continuer à travailler sur les outils, mais que ça se fera au niveau national et que l'utilisation de ces outils sera faite de façon variable, adaptée au territoire. Donc voilà l'idée, mais ce n'est pas au niveau des régions qu'il y aura une convention négociée par territorialité. C'est l'utilisation d'outils négociés au niveau national de façon variable selon les nécessités territoriales. Alors. Martial Olivier Querette. Mais alors très très court parce que sinon Luc Ferry qui ferme les yeux va s'endormir. Alors, je ne sais pas si l'accord doit être national ou régional, j'y connais pas grand-chose en accord conventionnel. Par contre, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt parler de territorialisation des moyens financiers, parler d'attractivité des métiers et parler de répartition géographique, parce que j'exerce comme médecin généraliste dans une zone dure où je bénéficie de l'option conventionnelle démographie, où je vois mes collègues partir les uns après les autres. Et par contre, quand de jeunes médecins viennent, la question qu'ils me posent n'est pas la valeur du C, 23, 25, 50, on peut continuer à monter, j'aime pas rendre la monnaie, donc ce serait pas mal. Mais eux, ce qu'ils me demandent, c'est combien je vais gagner. Donc, est-ce qu'on ne peut pas arriver à avoir une politique conventionnelle de revenus et pouvoir dire aux jeunes ce qu'ils vont gagner, voire même leur garantir ce qu'ils vont gagner dans certaines zones. Et puis de la même façon, la question qu'ils me posent, ces jeunes, pour venir, c'est est-ce que je peux avoir une évolution de carrière? Et les généralistes n'ont pas d'évolution de carrière aujourd'hui. D'accord, alors on va prendre plusieurs commentaires aux questions. Nicolas Revel, vous pouvez répondre, ça, non? Enfin, sur la convention. Moi, je vais répondre à M. Genic. Vous avez dit, moi, je suis républicain. Ben, moi, ça tombe bien, je le suis aussi. Et je suis, avant d'être républicain, je suis un citoyen français et un patient. Et moi, mon argent, je l'ai confié à l'État. Et l'État, il l'a confié à M. Revel pour me soigner et faire que ma République soit égalitaire dans tous les endroits de la France. Donc, je demande, globalement, à ce que l'État remplisse son rôle et n'aille pas s'appuyer sur des mutuelles qui vont prendre son rôle pour le faire à la place. Je pense que si tout l'argent qui en était aux mutuelles serait rapatrié vers la Sécu, aujourd'hui, ces discussions n'auraient même pas lieu, puisque nous pourrions répartir en France facilement tout le soin français sans avoir besoin de cotiser en plus à une mutuelle. Donc je mets grandement en doute la place des mutuelles dans le système français. J'en suis désolé, je suis très républicain. Mon père était instituteur de la République à l'ancienne, et donc je suis droit dans mes bottes. Je demande à l'État de prendre la part complémentaire en même temps, et c'est faisable. Vous savez qu'il y en a qui l'ont avancé. Je vous demande de reprendre ça et qu'on clôt le débat sur les trois partenaires. Parce que vous voyez bien que tout le monde se débine, repassant le baigneur, et on a inventé l'ambulatoire pour se débiner sur d'autres acteurs que les libéraux. La convention, c'est libéral, sécurité sociale, et j'aimerais qu'on en reste là. Merci. Merci. On va prendre quelques autres commentaires. Nicolas Revel, est-ce que vous êtes d'accord pour prendre l'argent des complémentaires? Comme le propose le prix Nobel, M. Tirole, quand même, dans sa note. Non, mais soyez sympa avec moi. J'écoute tout, je prends tout, mais je ne réponds pas. Voilà. Allez-y, monsieur. Je trouve un peu paradoxal quand on discute, comme aujourd'hui, de la reconnaissance du rôle des médecins et de toutes les évolutions qu'ils doivent assumer, qu'on soit encore à discuter d'une CS à 23 €, alors que de nombreuses mutuelles et assurances complémentaires prennent en charge à 40 ou 50 € des consultations assurées par des gens qui ne sont même pas professionnels de santé, qui ne répondent à aucune évaluation, qui étaient 3 000 il y a moins de 10 ans, qui sont 20 000 maintenant, et qui, si le rythme de formation se poursuit, seront 50 000 en 2025. Alors est-ce là le futur que nous préparent les assurances complémentaires ? Merci. Là. Michel Wirth, vice-présidente de l'URPS Lorraine, Collège 2. Je pense que quand vous parlez au nom des mutualités, de la mutualité, je pense qu'il est important quand même de parler de la problématique des compléments d'honoraires. Car un certain nombre de médecins sont quand même assez hostiles
aux organismes complémentaires parce que, somme toute, ils ont été cocufiés 2 fois, en 2004 avec le secteur optionnel et en 2014 avec le contrat d'accès aux soins dans lequel je crois savoir que l'UNOCAM s'était engagé sur certains points. Alors, vous dites honneur à la parole, honneur au respect, certes, mais quand on cherche à donner des leçons, peut-être si vous souhaitez que les médecins contractualisent avec vous, il faudrait peut-être que vous puissiez respecter vos engagements antérieurs. Après, nous pourrions alors rediscuter sereinement. Ce qui, pour l'instant, n'est pas vraiment le cas, notamment concernant les praticiens de plateau technique lourd, qui, vous le savez très bien, sont très légèrement irrités à votre égard. Notamment parce que vous remboursez un certain nombre d'actes qui ne sont pas des actes médicaux, et que d'autre part, sauf erreur de notre part, vous n'êtes pas encore des organismes caritatifs, et que d'ailleurs, vous faites un certain nombre de participations dans des événements sportifs où différentes mutualités apparaissent très largement. Merci. Là, une dernière... Monsieur, là, devant Benoît. Et après, on se termine. Après, Jean-Louis... Patrick Bouillot, président du RPS Bourgogne, et puis par ailleurs aussi président du syndicat national des endocrino-diabétologues. Oui, je voulais dire un peu la même chose sur le CAS, le CAS. Les mutuelles se sont engagées dans ce contrat, normalement, et les mutuelles devraient rembourser pour les adhérents du CAS le complément d'honoraires, me semble-t-il. Alors que, pourquoi attend-on et pourquoi c'est toujours pas fait? Moi, je suis en secteur 1, c'est par choix. J'ai adhéré au CAS, parce que j'en avais la possibilité, et je n'ai toujours pas appliqué, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de dire à mes patients que si je prends un peu de complément d'honoraires, je dis bien un peu, ils ne seront pas remboursés. Voilà, ça c'était le premier point, donc je trouve que c'est parfaitement effectivement scandaleux qu'on ne rembourse pas cette partie de complément d'honoraires pour les gens qui adhèrent au CAS. Et l'autre chose, c'était par rapport à la CCM clinique. Je voulais rappeler aussi à monsieur le directeur général de l'assurance, la Caisse nationale d'assurance maladie, que la CCM clinique est marquée dans la convention actuelle, qu'il y avait même une date butoir qui, je crois, était en décembre 2012, et qu'on attend toujours qu'on ouvre cette négociation sur la CCM clinique. Pour des spécialités cliniques comme la mienne, c'est indispensable. On ne peut pas continuer à avoir un acte unique pour tous, tarifé de la même façon. Ce n'est pas possible. Vous avez dit qu'il y avait un rapport de 1 à 3,5 entre les rémunérations des médecins libéraux. Je crois même que c'est plus important. En tout cas, pour ma spécialité, on est en tête, enfin, on est en queue de peloton, on est la lanterne rouge, et on en a particulièrement assez, parce qu'on travaille beaucoup, et on ne voit toujours pas arriver cette CCM clinique. Par ailleurs, et pour terminer, il y a aussi la ROSP pour les spécialités dans la convention actuelle, particulièrement aussi pour les endocrinologues. On a travaillé dessus. Ça fait plus d'1 an, je crois, qu'on a finalisé les indicateurs, on attend toujours. Voilà, donc je voudrais qu'on parle de la prochaine convention. Je voudrais bien déjà qu'on arrive à finaliser l'actuelle convention. Il me semble que ce serait déjà une première nécessité. Merci beaucoup. Alors, Jean-Louis, un dernier commentaire. Jean-Louis Bensoussan, voilà, Luc Ferry en a marre, il se tient. Commentaire rapide, Jean-Louis Bensoussan, président du RPS Midi-Pyrénées. Je ne poserai pas de question à Nicolas Revel puisqu'il vient de dire qu'il ne répondrait pas, mais enfin j'en avais une sur... Il écoute. Oui, non, mais c'est pour ça que je la pose quand même. C'était sur la MPC, donc, dont les généralistes sont... les spécialistes en médecine générale sont privés depuis 8 ans. Je dirais quand même aussi qu'un syndicat que je connais bien a fait une proposition très simple, c'est de supprimer le ticket modérateur sur les soins primaires. Comme ça, au moins, on serait, entre guillemets, à l'abri de toute manipulation des complémentaires, des mutuelles et surtout des assurances. Mais j'ai quand même une question. On a parlé de l'ONDAM, on a parlé de l'utilisation de l'ONDAM par l'hôpital ou par la ville. On a peu de retours sur l'utilisation des FIR entre la part qui va vers l'hôpital et la part qui va vers la ville. Ce serait bien qu'on ait ces chiffres en tant que RPS. Merci. Stéphane Junique, répondez pas à tout, mais sur l'ambiance, je dirais. Comment vous pensez faire avancer les choses? J'ai l'impression qu'il y a une certaine opposition. Claude Desvins, si vous voulez réagir aussi, n'hésitez pas. Vivement 2025, parce que j'espère qu'on aura dépassé tout ça. D'accord. Donc maintenant, on passe à l'intervenant. Bon, non, Claude Desvins, Nicolas Revel. Simplement pour répondre sur le fonds d'intervention régionale,
bon, j'espère, mais je ne suis pas comptable de l'ensemble des agences, que les informations d'abord sur l'utilisation du FIR par chacune des agences sont données, enfin en tous les cas elles l'étaient en Ile-de-France, à l'ensemble des acteurs, libéraux et non libéraux, donc une possibilité. Mais en tout état de cause, le législateur a prévu que le FIR fait l'objet d'un rapport déposé au Parlement, donc tous ces chiffres sont naturellement accessibles. Et le rapport, il est fait bon. Oui. Jean Moinet, président URPS Languedoc-Roussillon, c'est juste pour dire un mot, pour rassurer mes collègues à propos du CAS, parce ma secrétaire doit se faire opérer prochainement, on lui a demandé un dépassement, elle est allée voir sa mutuelle, et on lui a dit, il n'y a pas de problème pour rembourser le dépassement si le chirurgien est adhérent au CAS. Donc c'est une grande nouvelle, je me suis dit, tiens, c'est chouette, ils ont signé, mais j'ai regardé autour et j'ai pas vu arriver. Donc c'était pour savoir si justement il y avait eu une modification chez vous. Peut-être une réponse ponctuelle, Stéphane? Donc on revient de 2025 à 2015 et on parle du CAS. Moi je souhaite simplement rappeler ici ce qui a été au fond notre position dans le cadre de la négociation qui a été conduite sur ce sujet. On est favorable au CAS. On est favorable à l'idée qu'il puisse y avoir une part de régulation des dépassements d'honoraires sensible. Et on a insisté au cours de la discussion, au fond, sur 2 points. Le premier, c'est d'agir sur la revalorisation des tarifs opposables. Je constate que ça n'a pas été à la hauteur des attentes qui ont été celles des professionnels de santé. Si on n'agit pas sur la question de la valorisation des tarifs opposables, il ne peut pas y avoir ensuite de discussion sur le fait de passer d'un dispositif qui ne permette pas de reconnaître les dépassements d'horaires. J'ajoute. Alors, le micro... Alors... Non, j'ajoute. La question, au-delà de la question de l'opposabilité des tarifs. Très rapidement, alors. C'était le deuxième critère, c'était le critère du seuil. Parce que, au fond, si un dispositif qui permet de réguler les dépassements d'honoraires ne concerne que 30% des praticiens, et donc 30% des personnes qui sont nos adhérents et qui bénéficieront de ce dispositif, on a là une difficulté pour nous à s'engager. Ça veut dire que 70% des personnes qui sont nos adhérents, qui pourraient bénéficier de ce dispositif, n'en bénéficient pas. Et c'est pourquoi nous avions autant insisté, je termine, sur l'idée que, pour nous, alors qu'on finance aujourd'hui 800 millions sur les dépassements d'honoraires, et vous avez raison, monsieur, on en prend en compte aujourd'hui dans le cadre de nos garanties, si on était dans l'inversement des seuils, si on était sur 70% de seuil sur le CAS, je considère qu'une partie de ces 800 millions permettrait de revaloriser d'une manière très forte l'accompagnement aujourd'hui des complémentaires. Nicolas Revel, un mot, et puis on va conclure. Oui, parce que je crois qu'il y a d'autres intervenants qui sont prévus. Non, simplement pour d'abord rendre hommage à Stéphane Junique qui a su habilement renvoyer la pression sur nous, et pour le rassurer sur un point, qui est que l'avenant 8, sur la partie qui concerne la revalorisation des actes, a été évidemment scrupuleusement mise en œuvre en 3 étapes, la dernière étant intervenue au 1er janvier 2015. Voilà. Les 3 étapes sont intervenues, la première en 2013, 14 et 15. Voilà. Alors, les revalorisations prévues pour les bénéficiaires, les signataires d'un CAS, étaient-elles aussi importantes que tu semblais les souhaiter? Je l'ignore, mais c'est ce qui a été signé. Donc nous l'avons appliqué. Voilà. Je souhaitais le marquer. Voilà. Merci. Autre chose, non. Dernière intervention sur cette thématique. Pascal Duro, je suis coordonnateur du collège généraliste de l'URPS Rhône-Alpes. Question à Nicolas Revel. Dans les missions de l'URPS, il y a l'accompagnement pour le déploiement du DMP. Aujourd'hui, quand je me sers d'Amélie Pro, j'ai un outil antédiluvien qui me fait perdre énormément de temps, qui plante régulièrement. Qu'est-ce que la CNAM va faire aujourd'hui, puisque vous avez pris récemment
la maîtrise du futur DMP et qu'est-ce que vous entendez pour le faire? Petit 1, on attend d'abord que la loi soit votée, puisque nous ne serons titrés pour mettre en œuvre le DMP que de par une disposition introduite dans le projet de loi en cours. Bon, mais comme nous allons essayer de ne pas perdre de temps, nous avons évidemment anticipé en nous saisissant de ce sujet et en commençant à travailler avec 2 acteurs qui nous paraissent absolument incontournables pour réussir ce déploiement, les professionnels de santé et les éditeurs. Bon. Parce que la conviction que nous avons, c'est que qu'il s'agisse du DMP dans les établissements ou dans les cabinets, il n'existera que s'il est totalement intégré, transparent et intégré dans les logiciels des médecins et des professionnels. Rendons hommage quand même, rendons justice au travail qui a été fait par ceux qui avaient en charge du DMP jusqu'à présent. Nous ne repartons pas de rien. Bon, parce que je dissipe ce malentendu. Le DMP a connu des étapes et des feuilletons successifs. Le travail qui a été fourni constitue une base technique suffisamment solide pour que nous puissions maintenant envisager un déploiement assez rapide du DMP avec probablement un déploiement général qui démarrera à la fin de l'année 2016, après une première étape au premier semestre 2016 qui portera sur un certain nombre de régions. Mais la clé, et ça nécessite un certain nombre de travaux que nous reprendrons, j'en suis sûr, à compter d'octobre, c'est que le cahier des charges de ce que sera la mise à disposition du DMP via les logiciels des professionnels, ce cahier des charges soit travaillé avec les éditeurs, mais aussi avec vos représentants. Fin 2016, généralisation, c'est-à-dire... Début de la phase de généralisation. D'accord. Donc ça va quand même aller, honnêtement, assez vite.